Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc faire une vidéo assez spéciale. Il s'agit ici de comment configurer votre environnement de travail pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le développement web et qui ont un ordinateur dans lequel rien n'est encore installé, c'est-à-dire aucun langage de programmation n'est installé, par exemple Java, aucun éditeur de test de code n'est installé, par exemple Visual Studio Code, et aucun navigateur n'est installé, par exemple Google Chrome. Comme vous le voyez ici, hier, j'ai refait le système de mon ordinateur à zéro, donc j'ai tout supprimé mon ordinateur et ça me revient comme un ordinateur que je viens d'acheter au marché. Ce que je vais donc faire ici, c'est de vous montrer étape par étape comment j'installe dans mon environnement de travail. Puisque normalement, je dois tout installer mes logiciels afin de pouvoir recommencer mon travail. On va donc le faire directement ensemble. Premièrement, lorsque vous avez acheté votre machine, pour pouvoir commencer une configuration, vous avez uniquement, vous avez uniquement le navigateur Microsoft Edge qui est en fait sur votre machine. Donc, vous avez uniquement ce navigateur ici qui est installé par défaut sur votre ordinateur. Ce que je vous conseille de faire, c'est, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, mais si vous ne voulez pas l'utiliser, ce que je vous conseille de faire, c'est donc d'abord d'installer votre navigateur préféré, donc navigateur que vous aimeriez utiliser dans la suite de l'utilisation de votre ordinateur. Dans mon cas ici, j'ai installé Brave ou alors Google Chrome. Donc, il suffit tout simplement de venir ici, écrire tout simplement ici sur la barre de recherche Chrome. Et vous allez donc pouvoir ici installer donc télécharger Google Chrome ici et de pouvoir l'installer. Excusez-moi pour la langue parce que ma machine n'est pas en français. Vous allez donc ici télécharger Google Chrome et l'installer ici et finaliser la configuration de Google Chrome. Une fois que vous avez donc installé Google Chrome, comme c'est mon cas à ce niveau-ci, donc moi j'ai installé Google Chrome ici, vous allez maintenant vous connecter ici à votre compte Google. Ou alors vous pouvez continuer sans vous connecter, c'est la même chose, ça ne change rien du tout. Bon, moi ici, je ne dois pas utiliser Google Chrome puisque moi j'ai deux navigateurs que j'ai installés. J'ai installé Chrome ici et j'ai installé ici Brave. Moi j'ai installé Brave parce que ça me permet donc de l'utiliser sans être interrompu par la publicité parce que Brave ici, c'est un navigateur qui permet non seulement de pouvoir visionner par exemple des vidéos sur YouTube sans être interrompu par la publicité, mais ça permet aussi de pouvoir naviguer sur n'importe quel site sans être aussi interrompu par les publicités de ce site-là. Donc, une fois que vous avez installé ou Google Chrome ou Brave, et le premier logiciel qu'on va installer ici, c'est Visual Studio Code, parce que Visual Studio Code, pour celui qui fait dans le développement web. Donc, on va donc commencer par installer ici Visual Studio Code. Premièrement, on va écrire ici sur la barre de recherche Visual Studio Code, et puis on va entrer. Arrivé à ce niveau-ci, il y a ici deux liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Il y a par exemple ce premier lien que vous pouvez cliquer dessus, ou alors directement le troisième lien ici, Download Visual Studio Code. Vous allez cliquer sur le premier lien. Mon cas par exemple. Arrivé ici, vous êtes donc sur la page d'accueil de Visual Studio Code. Vous pouvez ici décider de lire les instructions ici, les documentations, les blocs, les PLF, les extensions, etc. Moi ici, on va cliquer sur Download pour Windows ou alors Download ici à ce niveau-ci. Le système d'exploitation ici est détecté automatiquement. Donc, si vous êtes sur Mac, automatiquement ici, vous aurez Download for Mac. On va donc ici cliquer sur Télécharger. On va télécharger à ce niveau. Une fois que c'est téléchargé, on va ouvrir le dossier dans lequel c'est téléchargé. On va faire un double-clic sur l'exécutable. On aura donc ici directement ce petit message, cette boîte de dialogue aussi. On va donc accepter ici les conditions et puis on va aller en avant. Ici, je vous conseille ici de ne rien modifier parce qu'il s'agit ici du dossier dans lequel Visual Studio Code sera donc installé. Donc, on va laisser ici dans le programme file. On va cliquer sur avancer. On va cliquer ici, là, on demande ici si vous voulez créer une icône sur le menu d'ouverture rapide. Il s'agit ici de ce menu-ci. Lorsque vous cliquez ici, vous aurez ici Visual Studio Code. Nous ici, on va lire ici ne pas créer. Moi je ne l'ai pas créé, mais vous pouvez laisser comme ça vous chante, ça dépend de vous.
on va cliquer sur avancer. Cette partie-ci est très importante parce que ici, il s'agit ici de pouvoir dire, premièrement ici, de créer une icône sur le bureau. L'icône ici sur le bureau, c'est pour pouvoir donc avoir un accès rapide à Visual Studio Code. Je vous conseille ici de cliquer ici sur créer une icône sur le bureau. Pour ceux qui ne savent pas le créer, comme moi, généralement, je n'aime pas créer d'icônes sur le bureau pour ne pas avoir beaucoup d'icônes sur mon bureau. Et lorsque je veux donc avoir accès à Visual Studio Code, je clique seulement ici et puis je recherche ce que moi j'ai besoin et ça affiche. Vous ici, vous continuez de cliquer ici sur créer une icône sur le bureau. Ici, vous pouvez ici ajouter action ouverture de code. Donc, les deux premiers éléments, si vous pouvez laisser ça comme ça vous pouvez laisser ça sans toucher les deux premiers éléments, ce n'est pas très important que ça. Comme vous le voyez ici, vous ne parvenez pas à lire parce que ce n'est pas en français évidemment, mais chez vous, ça serait effectivement ou en français ou en anglais. Donc ça va automatiquement récupérer la langue de votre système d'exploitation. Maintenant ici, vous pouvez donc cliquer ici sur enregistrer le code comme éditeur pour les types de fichiers supportés. Ça veut dire ici, vous pouvez enregistrer ce code. Il va pratiquement exécuter tous les types de fichiers .text, .js, .css, .html, .jar, etc. Et le dernier élément ici qui est très important parce que ça nous permet ici de pouvoir réduire une étape dans l'installation de VS Code. Il s'agit ici d'ajouter en fait le dossier bin dans le path dans les variables d'environnement de notre ordinateur. Ça permet en sorte qu'on puisse donc exécuter pratiquement le terminal dans Visual Studio Code sans avoir les blocus d'administration. Donc, on va directement ici l'ajouter. Cliquez ici. Là, il va ajouter automatiquement dans les variables d'environnement. Après ça, on va cliquer sur avancer et on va cliquer sur installer. On va donc patienter ici quelques instants que Visual Studio Code installe. L'activité ici, il va dépendre donc de la rapidité aussi de votre ordinateur, donc la mémoire. Donc, une fois que Visual Studio Code ici a installé, vous pouvez choisir ici soit de cliquer sur ce bouton, sur cette case ici pour cocher, ça veut dire ouvrir directement Visual Studio Code, soit vous pouvez décocher ici et cliquer sur fin. En décochant ici et en cliquant sur fin, Visual Studio Code ici ne va pas s'ouvrir. Moi, je vais ouvrir pour pouvoir donc passer donc toutes les étapes de l'ouverture et toutes les premières étapes. Donc, on va donc cliquer sur ouvrir, on va cliquer sur fini. On a donc ici Visual Studio Code qui va s'ouvrir par défaut, ça sera donc comme ceci par défaut. Donc par défaut, vous aurez donc ceci Visual Studio Code. On va donc ici et essayer de faire certaines configurations. Vous pouvez pas faire cette configuration, ce n'est pas très important, ok? Mais moi, je vais donc faire cette configuration-ci. Si vous voyez ici, Visual Studio Code ici a automatiquement adopté un thème sombre, effectivement parce que mon ordinateur a en fait le thème sombre, donc ça a automatiquement utilisé le thème de mon ordinateur. Moi ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc premièrement fermer cette petite onglet-ci. On va zoomer légèrement. Je vais fermer ici cette petite fenêtre. On va lancer uniquement avec ceci. Moi ici, à ce niveau-ci, je vais cliquer directement sur suivant. Une fois que nous serons donc ici, je vais donc ici, on me demande ici de pouvoir donc activer l'autosave à ce niveau-ci. Donc, on me demande d'ouvrir les paramètres et de pouvoir donc activer ici l'autosave. Ça permet ici de pouvoir donc sauvegarder automatiquement. Sur cette partie-ci, on peut laisser là sans, on peut ne rien faire ici ou alors on peut cocher directement ici. Mais je vais vous montrer tout à l'heure où on active l'autosave. On peut le faire directement ici. On a ici autosave. On va donc venir ici sur Code Switch Extension qu'on peut passer. On a ici le terminal. On a ici l'installation de Git. On a ici la customise pour le shortcut. Si vous sélectionnez tous ces éléments-ci et vous cliquez sur Markdown, tout ça va donc se faire automatiquement. On va donc cliquer ici sur Markdown. On passe donc ici à la prochaine étape. La prochaine étape ici demande donc de sélectionner dans le thème de Visual Studio Code. Pour le thème ici, on peut cliquer ici ou alors on peut décocher parce que normalement on n'a aucun thème installé ou alors on peut cocher. Il va nous proposer uniquement deux thèmes si je ne me trompe pas, le thème clair et le thème sombre. On clique sur Markdown, on clique sur Markdown.
On a donc ici directement la fenêtre d'accueil de Visual Studio Code. Et c'est ici maintenant que nous pouvons donc décider soit d'ouvrir un fichier, soit ici d'ouvrir un dossier, soit connecter par exemple Git, ou alors soit d'ici de générer une nouvelle workspace. Bon, ici, généralement, moi, je travaille dans une workspace, donc vous pouvez cliquer ici sur générer une nouvelle workspace. Bon, ça va m'afficher ici l'intelligence artificielle. Vous avez ici Manage pour pouvoir avoir accès au setting. On a ici le profil pour pouvoir créer un profil. Vous pouvez faire ici sur nouveau profil pour pouvoir travailler en fait en fonction des profils. Dans le cas où vous travaillez sur plusieurs programmes à la fois, vous pouvez créer un premier profil pour travailler uniquement sur une application bien précise. Ensuite, vous créez un deuxième profil dans lequel vous travaillez sur une autre application bien précise. Bon, moi ici, je vais créer par exemple ici un profil que je vais appeler par exemple ici euh, Lionel. Donc, je vais l'appeler ici mon nom. Qui sera ici mon profil personnel. OK. Donc, dans ce profil personnel, c'est que je dois faire tous mes projets d'entreprise, etc. Je vais me créer ici un autre profil. Bon, je vais le faire après. Ça sera donc un profil dans lequel je vais donc faire mes tutos pour publier sur YouTube. Une fois qu'on a donc fini, après ça, vous pouvez donc installer ici pour vos différentes extensions que vous le voulez. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez installer ici vos extensions. On a donc fini ici avec Visual Studio Code. On va installer ici le premier logiciel, le premier éditeur, le deuxième éditeur de code est très important pour le backend. Puisque moi, je fais le backend en Java, je vais installer ici donc, j'ai deux éditeurs de code préférés que j'aime travailler à l'intérieur. Le premier éditeur de code ici, c'est IntelliJ. On va donc, premièrement ici, installer donc IntelliJ à ce niveau-ci. On va donc écrire ici IntelliJ. On va donc cliquer ici sur IntelliJ Download. Une fois ici, vous allez cliquer tout simplement sur le premier lien. Arrivé à ce niveau-ci, vous allez donc ici cliquer sur IntelliJ Community. Vous allez descendre ici en bas. On a ici Ultimate et on a ici les différents systèmes d'exploitation. Donc, vous choisissez premièrement ici votre système d'exploitation et ensuite vous allez donc chercher IntelliJ Community. Ultimate, c'est la version entreprise qui est payante, donc on l'utilise généralement en entreprise. Donc, c'est l'entreprise généralement qui va donc faire un abonnement et pouvoir donc distribuer à ses différents développeurs. Mais la version community est largement suffisante pour travailler, que ce soit en entreprise, que ce soit n'importe où. La version community est largement suffisante. Donc, on va cliquer ici sur Download. On télécharge. On patiente que le téléchargement finisse. Une fois donc que le téléchargement de IntelliJ est fini, vous allez seulement faire un double clic sur l'icône exécutable, comme ceci, et vous allez donc patienter que IntelliJ commence donc l'installation. Vous aurez donc ici cette petite boîte de dialogue qui va donc vous demander si vous souhaitez que cette application puisse apporter des modifications à votre dispositif. Vous cliquez sur oui, ça c'est obligatoirement parce que si vous cliquez sur non, ça ne va pas installer. À ce niveau, si vous cliquez sur suivant, vous cliquez ici sur suivant sans modifier quelque chose. Et veuillez vous rassurer que vous avez assez d'espace dans votre ordinateur parce que ça demande en fait au minimum 3,5 Go d'espace pour pouvoir donc procéder à l'installation. On clique sur suivant. Arrivé à ce niveau-ci, on va faire ici une liste de sélection d'éléments que nous allons donc pouvoir sélectionner. Ici, on va commencer premièrement par cliquer ici pour pouvoir donc ajouter en fait le dossier bin dans notre variable d'environnement. Même chose qu'on a fait avec Visual Studio Code. On va aussi le faire à ce niveau-ci. Ici, on demande ici de créer une icône sur le bureau à ce niveau. Vous allez cliquer ici sur, excusez-moi, ok, là c'est plus visible. Vous allez cliquer ici sur créer donc une icône sur le bureau pour avoir donc une icône IntelliJ sur le bureau. À ce niveau-ci, on va vous demander ici Update Context Menu. Ça veut dire ici d'ajouter ici Add Open Folder en nouveau projet.
On va donc mettre ici sur ajouter. Ici, on va donc créer ici les différentes associations qui seront donc importantes pour nous. Vous pouvez décider de laisser comme ça sans rien faire. Ok, ça ne va créer aucun problème. Mais moi, généralement, je clique sur le Java, je clique sur Gradle parce que lorsque je travaille avec Spring Boot, je peux décider soit la configuration Gradle pour la configuration de mon projet Spring Boot, soit la configuration Groovy, soit la configuration Gradle et Groovy. Et puisque moi, je ne développe pas en Kotlin, j'ai développé en Kotlin il y a longtemps, mais je ne compte pas repartir sur Kotlin pour le moment. Donc, on va laisser .kt et .ks découcher. Donc, pour ceux qui souhaitent travailler, développer en Kotlin, vous pouvez cliquer sur .kt et .ks, ça dépend de vous. Mais moi, je vais me limiter uniquement à ces 4 éléments. Vous cliquez donc ici sur suivant. Arrivé à ce niveau-ci, il n'y a rien à faire à ce niveau-ci. Ok, vous pouvez cliquer de notre en fait create shortcut. C'est pour donc choisir ici les différentes accessibilités. On va laisser comme ça, on va cliquer sur next et puis on va patienter l'installation. Une fois que l'installation de IntelliJ est terminée, vous pouvez aussi choisir ici de Run IntelliJ Community Edition. On va cliquer ici sur Run. On va mettre Finish. On va patienter que IntelliJ s'ouvre. Vous aurez directement ici sur votre bureau, ça c'est en fait la politique de confidentialité. Donc, généralement, personne ne lit ça. Donc, vous pouvez décider de lire ou de ne pas lire, mais je vous conseille de lire, même comme on ne doit pas lire, parce que ici, là, il y a autour de 2% d'utilisateurs qui lisent ça. On va cliquer, on va accepter ce thème parce que si vous n'acceptez pas le thème, vous ne pouvez pas ouvrir l'intelligence. On clique sur suivant. Data sharing à ce niveau, s'il s'agit ici du partage de données, du partage des statistiques, nous, on ne veut rien envoyer comme statistique ou bien voilà, comme données au niveau de la communauté intelligente sur GodSense. Et puis, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ça vous demande ici de pouvoir donc importer les paramètres de Visual Studio Code. Moi, je vous conseille ici de skip import, c'est-à-dire de refuser. Pourquoi? Parce que si vous acceptez, automatiquement, vous aurez tous les paramètres de Visual Studio Code qui sera donc importé au niveau de IntelliJ. Vous pouvez l'accepter dans le cas où vous n'avez pas trop de configuration assez bizarre au niveau de Visual Studio Code. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a installé Visual Studio Code, on n'a installé aucune extension, on n'a fait aucune configuration au niveau des paramètres même. Puisque moi, j'aime paramétrer chaque extrait de code, si j'avais par exemple paramétré mon Visual Studio Code avec certains paramètres, les zooms, la police d'écriture, etc., et que j'arrive ici, je fais importer ici depuis Visual Studio Code, automatiquement, je vois les mêmes paramètres au niveau de IntelliJ. Ce que je ne fais pas forcément parce que les paramètres que moi j'ai au niveau de IntelliJ ne sont pas forcément les mêmes paramètres que je souhaite avoir au niveau de VS Code et vice versa. Donc, moi ici, je vais cliquer sur Skip Import et j'aurai donc ici VS Code qui va donc s'ouvrir comme ceci. Donc, on ferme ça. On a installé ici Visual Studio Code parce qu'on souhaitait faire le développement côté développement web. Et lorsqu'on parle de développement web, on parle surtout du JavaScript. On va donc ici installer Node.js qui est en fait un moteur d'exécution de JavaScript côté serveur. Vous pouvez donc dire par défaut que Node.js c'est donc un environnement d'exécution open source et surtout multiplateforme qui va donc permettre d'exécuter JavaScript en dehors du navigateur, donc notamment côté serveur. On va donc ici installer Node.js. Si vous n'installez pas ça maintenant, c'est qu'une fois que vous allez commencer à travailler en JavaScript, lorsque vous allez pouvoir exécuter votre code côté navigateur, automatiquement vous aurez un warning qui va donc vous dire d'installer dans Node.js. Ça, c'est obligatoire. On clique sur Download. Une fois ici, on va donc choisir ici le système d'exploitation. On est sur Windows. On peut ici user une Docker. OK. Et moi, je vais laisser paramètres par défaut parce que, bien évidemment, après ça, je vais aussi installer Docker parce que moi aussi, je travaille avec Docker.
On va cliquer ici sur télécharger, mais avant ça, on va donc contrôler quelque chose. Ok. Rassurez-vous ici, vous êtes sur la version LTS. Ok. Rassurez-vous d'être sur la dernière version LTS. Donc, vous avez ici la version actuelle qui est la version en fait, la mise à jour en fait de LTS qui est actuelle, mais ce n'est pas encore stable. Donc, je vous conseille donc d'installer la version LTS. Donc, soit vous prenez 24.11, soit vous prenez 22.21. Donc, choisissez toujours ce qu'il y a entre parenthèses LTS. Une fois que c'est fait, vous allez donc cliquer ici sur Download Installer. Et si vous n'avez pas un fichier .exe, vous avez plutôt un fichier .msx sans changer. Vous sauvegardez à ce niveau-ci. Une fois le téléchargement terminé, vous faites un double-clic sur l'exécutable à ce niveau-ci. Vous aurez donc une boîte de dialogue comme ceci. Vous cliquez sur Suivant. Vous acceptez les conditions, bien évidemment en ayant tout lu ceci, et vous cliquez sur Suivant. Vous ne changez rien à ce niveau-ci, vous laissez parce que ça va installer dans un programme file. Next. Et puis, à ce niveau-ci, vous allez donc faire ici à couper. Donc, vous cliquez sur plus. Vous allez donc ajouter tout ceci au path. Donc, vous allez cliquer ici automatiquement comme ceci. Ça va donc ajouter tous ces différents éléments-ci dans le path. Ou alors, on va donc rester ici sur Runtime. Donc, dans tous les cas, ça va se faire. Vous cliquez sur Next. Automatically install Digital Tool. Vous allez cliquer ici sur. Ici, vous décidez de cliquer ou pas. Si vous ne décidez pas de cliquer, bon. C'est vrai que les mises à jour vont se faire par vous-même, mais en cliquant ici, il y aura donc, lorsqu'ils vont faire une mise à jour, comme vous le voyez par exemple ici à l'intérieur, lorsqu'ils vont donc faire une mise à jour, automatiquement, ça va donc le faire de mon côté. On va donc cliquer sur Installer. Il y aura cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous cliquez sur Oui. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Finish. Pour pouvoir donc vérifier que, en cliquant sur Finish, vous aurez donc ici votre CMD qui va s'ouvrir, votre liste de commandes qui va donc s'ouvrir. Vous cliquez sur n'importe quelle touche pour continuer, on clique sur n'importe quelle touche, et puis on passe de quelques instants. Vous validez ici au niveau du PowerShell, vous cliquez sur Oui. Le PowerShell ici va s'ouvrir aussi à ce niveau-ci. J'ai la dernière version du PowerShell, ça m'énerve. Vous patientez et installing Chocolatine on the local machine. Pas de problème. Vous patientez à ce niveau. C'est en train de configurer les variables d'environnement. OK. Tout ceci en fait s'installe parce que j'ai cliqué sur Install Automatically. Donc la dernière case que j'ai cochée vers la fin, c'est ça que je vais toutes les différences d'installation ici. Si vous n'avez pas cliqué sur la case là où vous n'avez pas toutes les différences d'installation, donc, une fois que l'installation ici est finie, pour ceux qui ont cliqué sur l'installation automatique des mises à jour, etc., vous allez cliquer donc sur Entrée pour pouvoir terminer. Donc, on va cliquer ici sur Entrée. OK. Lorsque vous avez donc fini d'installer Node.js, il faut donc vérifier que effectivement Node.js a bel et bien été installé. Pour ce faire, on va donc ici revenir sur cette commande node-d pour la version. Donc, on va ouvrir ici le cmd qui est donc l'indice de commande. Et puis, ici à l'intérieur, on va écrire node-d. Pour vérifier que effectivement la version que nous avons installée est bien là. On voit ici que nous avons effectivement ici la version 24.11.1 LTS que nous avons donc installée à ce niveau-ci. Donc Node ici a bel et bien été installé. On va donc passer maintenant au deuxième langage très important puisque nous travaillons en Java. On va donc installer Java dans notre machine parce que si nous commençons à développer en Java, on aura une erreur.
On va donc écrire tout simplement ici Java, par exemple, Java download. Et puis, vous aurez donc ici sur votre écran cette première page-ci, vous cliquez sur Download Java pour tous les systèmes euh, opératifs ou alors pour Windows. On va cliquer sur tous les systèmes à ce niveau. Euh, pour ceux qui sont sur Windows, vous allez rester ici au niveau de Windows, vous allez vous arrêter ici et vous allez donc ici suivre les instructions. OK, sur Mac, sur Linux. Moi, je vais directement venir ici sur Download pour Windows. Ça va directement ouvrir uniquement cette partie-ci. Mais avant d'installer ici Java, on va commencer premièrement par installer ici le JDK. Je ne sais pas si ça va venir avec eux. On a ici le JDK. Oh, le JDK Java, download. Et puis, on aura ici download la test Java LTS Free. On va toujours rester ici, effectivement, sur la version LTS. Et ici, vous pouvez choisir d'installer soit le 21, ok, soit le JDK 21, ou alors l'installer sur le 25. Parce que le 25, c'est la dernière version qui n'est pas très stable. Donc, le 20, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ah, ok, ça va. Ça veut dire qu'ils ont terminé la configuration du 25. Bon, ça veut dire que vous pouvez installer soit le 21, soit le 25, qui sont les versions qui sont stables. Mais moi, personnellement, je vais installer la version 17 et la version 21. Notez que vous pouvez installer plusieurs versions sur votre machine et lors de la création d'un projet au niveau de IntelliJ, vous allez donc choisir maintenant la version sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc, pour cette vidéo-ci, on va installer la version 21 qui est la dernière version. Pour ceux qui veulent la version 17, vous pouvez donc trouver ça quelque part ici en bas. Ici, il y a la version précédente. Vous pouvez donc trouver ici la version 17, la version 11 et la version 8. En entreprise, actuellement, si beaucoup plus travaillent sur la version 17 que la version 8 et aussi la version 21. Pour la version 17 ici, donc pour les versions les plus anciennes, on va vous demander ici de pouvoir vous connecter dans votre compte Oracle avant de pouvoir donc installer ça. Bon, il vous suffira de créer un compte Oracle, de vous connecter. Et moi, j'ai un compte Oracle, mais je ne souhaite pas télécharger l'une de ces versions, c'est pour vous. Il vous suffira de cliquer ici. Arrivé à ce niveau-ci, on vous demande de vous connecter. Vous allez vous connecter. Vous allez donc ici vous connecter et avoir accès à la version, à cette version-ci. Nous, on va rester sur la version 17 ici en haut. On va ici choisir le système d'exploitation ici Windows dans mon cas. On va donc télécharger ici le fichier executable.exe, je pense. Okay. Donc, on a ici le zip, on a ici le bin, on a ici le ms. Les zip ici là, c'est un peu trop compliqué parce qu'il va falloir dézipper et puis chercher l'exécutable et installer. Par contre, cette bin ici, vous pouvez soit télécharger directement l'avant-dernier. Arrivé donc ici, cliquez sur sauvegarder. Une fois que ça a donc fini de télécharger, on va donc ici cliquer ici sur double-clic sur le fichier qui a été téléchargé. On va faire un double-clic sur ça. On va cliquer sur OK. On aura donc cette boîte de cette petite fenêtre qui va s'ouvrir ici. Vous patientez, vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur suivant. Donc vous ne changez rien en ce qui concerne le path dans lequel Java, le GTK est en train d'être installé. Vous cliquez sur suivant et vous patientez. Vous cliquez ici, soit sur close, parce qu'à ce niveau-ci, le GTK a bel et bien été installé. Okay. En cliquant sur Next Step ici, ça va plutôt ouvrir une fenêtre sur le navigateur, donc vous cliquez sur close. Et une fois que vous avez fait ainsi, ce n'est pas encore fini. Pour l'installation de Java ici, ce n'est plus nécessaire parce que si je clique par exemple ici sur ceci, on aura ici le JRE, donc Java Runtime Environment. Ce n'est pas trop nécessaire, donc on va laisser ça. Si on revient ici sur notre prompt de commande ici, on met par exemple ici Java-version.
on aura ici la version de Java qui a bel et bien ici été installée. Je pense qu'ils ont fait la mise à jour au niveau des versions parce que ça a été ajouté automatiquement dans le pack. Vous savez ce qu'ils ont fait? Quelque chose de très important. Bon, on va contrôler un peu ici dans les variables d'environnement. Je vais voir un peu ce qui se passe ici à l'intérieur. Si Java s'est ajouté, modifier, on va chercher ici path. On a ici bin. Ok, on n'a pas Java. Ah, ok, ok. Bon. On a ici automatiquement Java Path qui a été ajouté à nos variables d'environnement. Ça, c'est mieux, hein? Ça réduit en fait le travail. On a Windows. Ok, on a Java Path. Bon, dans ce cas, sûrement tout s'est fait automatiquement. Mais si dans votre cas, en écrivant ici Java-version, vous ne parvenez pas à avoir la version de Java ici, donc si vous avez une erreur en disant que la commande Java n'est pas reconnue par votre système d'exploitation, il vous suffira de venir ici sur la barre de recherche, chercher le mot modifier les variables d'environnement. Donc, vous écrivez ici sur variable d'environnement. Vous cliquez sur modifier les variables d'environnement. Vous allez donc avoir ceci. Vous cliquez sur variable d'environnement à ce niveau et vous aurez donc cette fenêtre qui va donc s'ouvrir. Une fois que cette fenêtre s'est ouverte, vous allez revenir ici dans vos fichiers à ce niveau-ci. Vous partez ici dans ordinateur, dans C. Arrivé dans C, vous cherchez ici programme file. Ok, bon, c'est pas ça ici. Vous cliquez ici sur programme. Arrivé sur programme, vous aurez ici Java. Vous cliquez sur Java. Vous entrez ici dans le JDK21. Vous cliquez sur JDK21. Arrivé à ce niveau, si vous cliquez sur bin et vous copiez dans le chemin d'accès à ce dossier bin. Vous copiez ceci. Vous revenez ici au niveau des variables d'environnement, ici en bas. Vous faites un double clic sur path. Arrivé ici, vous faites ici sur nouveau et vous collez dans à ce niveau-ci le chemin que vous avez copié à ce niveau-ci dans le chemin du bin. Vous collez dans ça ici à l'intérieur et vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK et vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, en écrivant maintenant ici Java-version, vous aurez automatiquement ici la version 21 que nous avons à peine installée. Une fois que nous avons fini avec Java, on peut donc procéder au dernier élément. Il s'agit de Docker. Pour ceux qui veulent, ça c'est optionnel pour ceux qui veulent travailler avec Docker. On va revenir ici sur la barre de recherche. On écrit ici Docker desktop, parce qu'on veut télécharger le Docker desktop. Donc, pour ceux qui veulent utiliser Docker directement en ligne, vous n'avez pas besoin d'installer Docker desktop. Donc, directement dans le programme, en faisant Docker run, vous allez vous connecter et puis vous allez commencer à travailler. Mais nous, on va installer ici Docker desktop parce que nous voulons voir en temps réel tout ce que nous faisons sans toutefois aller chaque temps sur le navigateur. Donc, on va donc revenir ici cliquer ici sur le premier lien. Cette fenêtre va donc s'ouvrir. Cette page va s'ouvrir autant pour moi. Et arrivé sur cette page ici, vous ne vous connectez pas, ce n'est pas nécessaire. Vous allez ici voir Docker Download Docker Desktop. Ici en bas, vous allez donc choisir ici votre système d'exploitation. Pour ceux qui sont sur le Windows, vous avez ici deux possibilités pour ceux qui sont sur Windows. Ça, c'est le système AMD pour ceux qui utilisent AMD. Mais moi, je ne suis pas sur AMD, donc moi, je vais choisir le deuxième, c'est ARM. Je vais télécharger. Une fois le téléchargement terminé, vous aurez ici Docker qui va s'afficher. Vous double-cliquez sur ça pour pouvoir donc passer à l'installation de Docker. Et puis, vous aurez donc ici le message impossible d'exécuter cette application dans votre PC. Ça, ce n'est pas un problème. OK? Ce n'est pas du tout un problème. En cliquant ici sur fermer, on va relancer. On a ici le même message. On demande ici de contacter. On demande ici
pour pouvoir trouver une version pour ton PC, on me demande ici de contacter le fournisseur. Je n'ai jamais reçu cette erreur ici. Ce n'est pas grave, ok, ce n'est pas grave. On va donc venir ici sur Play Store, donc sur la Play Store de, de l'ordinateur. Parce que comme vous le savez, la Play Store de l'ordinateur affiche automatiquement les applications. La Play Store de l'ordinateur affiche automatiquement les applications qui sont directement compatibles avec notre système. Donc, on va revenir ici, la barre de recherche. On va écrire ici Docker, Docker Desktop. OK. On va cliquer ici sur Installer. Automatiquement, ça va installer la version qui est compatible avec mon ordinateur, donc avec mon système. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-ci. Et puis, on patiente. Euh, pour ceux qui veulent travailler avec Linux, donc pour ceux qui veulent avoir un système d'exploitation Linux sur Windows, vous avez ici les différents trucs. Bon, mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc on va laisser. Une fois que Docker a fini ici d'installer sur votre ordinateur, vous pouvez venir ici sur la barre de recherche, écrire ici Docker. Vous aurez ici Docker Desktop ou alors vous pouvez directement venir ici cliquer sur Ouvrir. Bon, ce n'est pas trop nécessaire ici de l'ouvrir parce que ça ne servir à rien, mais vous cliquez ici sur Ouvrir. On ferme ceci. On ferme ceci. Vous avez donc ici Docker qui s'est ouvert à ce niveau-ci. On a ici deux possibilités de se connecter. On a personnel ici et puis on a ici pour le travail. Donc, moi, je ne dois rien sélectionner parmi les deux. Je vais tout simplement me connecter à mon compte Docker. Fermement le mot de passe, bien sûr que je ne connais pas le mot de passe, je vais passer. Je connecte sur Google. Ou alors, on fait ici skip directement. Tell about us to answer. Bon, ici, on va cliquer sur skip parce que moi, je ne suis pas une entreprise, effectivement. Bon, Docker est toujours là, donc c'est pour ça ce n'est pas étrange. Docker est toujours. Vous pouvez continuer, par exemple, l'installation du PHP pour ceux qui souhaitent travailler en PHP. Vous pouvez continuer avec l'installation des outils pour développer en PHP, parce que PHP, c'est un langage qui s'exécute côté serveur, donc il y a donc certains outils comme XAMPP, par exemple, qui peuvent donc installer pour pouvoir travailler avec PHP. Mais on va installer effectivement ce XAMPP parce que moi, j'aurais besoin aussi d'une base de données pour pouvoir travailler. Donc, moi, j'ai besoin d'une base de données. On va écrire ici XAMPP blanc, puisque généralement, je travaille avec la base de données MySQL et pour pouvoir donc travailler avec la base de données MySQL sur mon ordinateur, j'ai besoin de PHP-MyAdmin qui est automatiquement hébergé, sur lequel je parviens à accéder en utilisant donc l'application, le logiciel XAMPP. Pour travailler avec PostgreSQL, je n'ai besoin de rien, uniquement de Docker parce que dans Docker, j'utilise uniquement la base de données. Il est juste Docker PostgreSQL. Par contre, au niveau de MySQL, je préfère donc utiliser ici exemple pour le travail. MySQL pour moi. Donc, je vais cliquer ici exemple pour Windows. Je vais choisir ici la dernière version. Une fois le téléchargement terminé à ce niveau, je fais un double clic en fait sur l'exécutable. Je vais effectivement ici cliquer sur lui. J'aurai ici un petit warning à ce niveau-ci. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un warning qui va empêcher l'installation. Au contraire, vous cliquez sur OK. Et puis, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur suivant. À ce niveau, si vous ne touchez rien, vous cliquez sur suivant. Ici, vous ne touchez rien, vous cliquez sur suivant. La langue ici, vous ne touchez rien, sauf si vous parlez l'allemand. Donc, on va laisser ici, on clique sur suivant. Et puis, on clique sur Next et puis on patiente que ça s'installe. Vous allez voir qu'automatiquement, ça va installer MySQL, ça va installer PHP et ça va installer PHP. Donc, généralement, ce qu'on aura besoin, ça sera uniquement MySQL et PHP. Lorsque c'est donc l'installation est donc définitivement terminée à ce niveau, vous cliquez sur Finish. N'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche pour ouvrir. Donc, vous cliquez sur Finish. XAMPP, c'est donc ce fameux logiciel-ci. Avec ce logiciel-ci, on pourra donc travailler avec PHP, avoir donc accès ici à
files là dans le cas où nous voulons, par exemple, dans le cas où nous voulons mettre notre site en ligne, on peut utiliser files là. MySQL ici pour la base de données. Il suffira de faire seulement ici sur start et puis sur euh, admin pour pouvoir accéder donc à la dashboard de tous ces différents éléments ici. Si on essaie ici avec start avec Apache et MySQL comme ceci, on voit ici que MySQL QLD ici, on accepte les conditions et puis en cliquant ici sur admin, on aura donc ici accès à la dashboard au panneau de PHP MyAdmin pour pouvoir donc avoir accès à notre base de données. On a donc fini ici avec tous les différents éléments nécessaires. Bon, puisque moi aussi je fais le montage vidéo, je vais donc installer ici le logiciel de montage vidéo que je vais utiliser pour faire le montage de cette vidéo-ci. Moi, j'utilise CapCut parce que je n'ai pas une formation en montage vidéo. Donc, le logiciel le plus facile ici à utiliser, c'est CapCut. Je vais donc revenir ici sur CapCut Editor. Et puis ici, je vais tout refuser. Je vais cliquer ici sur télécharger gratuitement. Une fois téléchargé, on patiente juste, on télécharge. Une fois téléchargé, on va donc cliquer ici sur, double-cliquer sur l'exécutable. On aura donc cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. On va patienter. Ici, ça va d'abord tester l'environnement pour voir si vous pouvez exécuter sur votre machine. On aura ouvert donc le test de l'environnement. Vous acceptez ici et vous continuez. OK. Bon, ici, c'est vous fermez ceci. Vous avez donc ici CapCut installé sur votre machine et on me demande ici de faire le test gratuit 30 jours. Ce qui fait que je vais pour pouvoir bénéficier de ce test gratuit et après ça, bien évidemment que je vais m'abonner parce que bon, l'abonnement pro ne sert à rien parce que moi, mes montants ne sont pas si difficiles que ça. Donc l'abonnement pro à ce niveau aussi ne me sert à rien. Donc, on vient à peine de finir ici avec la configuration et l'installation des logiciels importants pour pouvoir donc commencer avec le développement web, pour pouvoir commencer avec la programmation, pour pouvoir commencer avec tout ce qui est écriture du code et exécution du code. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir être à jour de mes futures publications. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.